Voilà, il est 11 heures. Hein. Je propose qu'on démarre donc, ce nouveau webinaire. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Karim Diafour, conseiller économie numérique à la CCI. Et aujourd'hui, on vous propose donc un nouveau webinaire dans notre cycle que vous connaissez sûrement. Donc on est ensemble pour 1 heure. Hein. Environ jusqu'à midi. Je rappelle que cette session est enregistrée, que ce webinaire sera disponible en replay. Alors, une petite nouveauté, on utilise un nouvel outil. Vous avez sûrement dû vous en rendre compte si vous suivez régulièrement les webinaires CCI. Donc, vous avez un espace de questions où vous pouvez poser des questions par écrit. Donc n'hésitez pas tout au long de la présentation, les questions où on pourra répondre simplement, on le fera par écrit, et puis sinon les intervenants prendront les questions ils répondront plutôt à la fin de leur intervention. Voilà. Alors le thème qui nous occupe aujourd'hui, c'est les fondamentaux d'une communication digitale pour une jeune entreprise qui se lance. Et donc, pour animer ce webinaire, hein, on a donc fait appel à Marc Librich, hein, qui est conseiller économie numérique à la CCI, qui est mon collègue, et Mathieu Muller, qui est un des dirigeants de Ninja Storm, un espace de loisirs sportifs à Strasbourg. Ils se présenteront plus en détail et notamment Mathieu présentera son activité. Voilà, bonjour à tous les deux. Je vous laisse la parole. C'est à vous de jouer. Bonjour. Donc voilà, merci Karim. Je me présente, je suis donc Marc Librich, je suis donc conseiller d'entreprise à la CCI et donc j'accompagne les entreprises dans le numérique pour les aider à avoir une présence en ligne efficace et développer leur activité. Et bonjour Mathieu. Bonjour. Donc tu es un jeune entrepreneur puisque tu as donc créé l'entreprise Ninja Storm il y a quelques temps. On l'a créé en janvier 2019 et on a ouvert en décembre 2019. Ok. Alors je propose qu'on regarde ensemble une vidéo qui présente en fait Ninja Storm. Donc pour la voir, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Il faut que vous ouvrez cette petite fenêtre à côté de la fleur du logo GoToWebinar. Voilà. Bon voilà, du coup vous l'aurez compris, c'est du parcours d'obstacles d'intérieur et on s'inspire beaucoup de l'émission Ninja Warrior. Alors le parcours est quand même ouvert à tout le monde, on est vraiment public et on va vous expliquer un petit peu comment on a communiqué pour faire. Alors, voilà. Alors, on aura l'occasion donc de parler de l'entreprise tout au long de ce webinaire. Alors, voilà donc effectivement les objectifs. Donc, avant d'être conseiller donc en économie numérique, j'étais conseiller en création d'entreprise à la CCI et donc j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup de porteurs de projets et de jeunes entrepreneurs. Et donc, voilà, c'est au travers de cette expérience également que j'ai pu retenir quelques conseils essentiels que je souhaite aujourd'hui vous donner. C'est-à-dire quand on se lance, qu'on a une jeune entreprise, comment démarrer sa communication, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre,
on va voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans investissement. Il y a des choses gratuites, hein, des outils gratuits qu'on peut utiliser. Et puis, l'idée, c'est aussi de poser les bases, de faire les choses, de ne pas vouloir forcément être trop ambitieux et vouloir avoir un grand site internet très coûteux. Mieux vaut commencer doucement, mais faire les choses sur des bases solides, et ensuite on pourra toujours rajouter des éléments de communication pour progresser. Alors, on démarre. Alors, le premier point, c'est effectivement l'identité visuelle. Alors, effectivement, avant d'être un chef d'entreprise ou un créateur d'entreprise, vous êtes déjà, je dirais, vous êtes déjà une personne qui a déjà une identité sur Internet, puisque de par vos activités antérieures, vous étiez peut-être étudiant ou vous aviez d'autres activités professionnelles, toutes ces activités ont laissé des traces sur Internet. Et donc, c'est intéressant et important d'en prendre conscience. Et donc, par exemple, taper votre nom et votre prénom sur Google pour voir ce qui apparaît comme résultat et de voir est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'on dit de vous, de ce que vous trouvez, est-ce que ça vous correspond, est-ce qu'il y a éventuellement même des choses à changer ou à mettre à jour. Après, il y a bien sûr la présence sur les réseaux sociaux. Donc, LinkedIn, vous avez peut-être créé un profil sur LinkedIn, peut-être que vous allez rechercher un emploi ou autre. Donc là aussi, mettez ce profil à jour, mettez une nouvelle photo de profil par exemple, et puis indiquez dans votre parcours professionnel que vous êtes maintenant porteur de projet. Donc, n'hésitez pas à en parler. Sur les réseaux sociaux, éventuellement sur Facebook, Instagram, c'est l'occasion de vérifier les paramètres de votre compte et peut-être de dire qu'à présent, vous souhaitez uniquement que vos amis voient les informations et peut-être décider de créer un second compte qui sera consacré plutôt à votre activité professionnelle. Voilà. En tout cas, il faut savoir que les personnes que vous allez rencontrer dans le cadre de la création de votre entreprise, les gens que vous allez solliciter, des fournisseurs, des banquiers, vont peut-être et probablement faire ce travail, puisqu'ils ne vous connaissent pas. Donc, ils vont certainement regarder sur Internet, voilà, cette personne qui me contacte dans le cadre de ce projet, c'est qui, qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, c'est important d'être conscient de sa réputation, de sa e-réputation, et prendre conscience que finalement, vous allez changer de statut, vous allez devenir un professionnel, un entrepreneur. Et cette démarche d'être attentif finalement à sa e-réputation, vous allez bien sûr le faire une fois que vous serez entrepreneur sur votre entreprise. On y reviendra, donc c'est suivre un petit peu ce qu'on dit de vous, ce qu'on dit de votre entreprise sur Internet. Voilà, alors une fois qu'on a fait un peu le point sur l'identité personnelle, il faut passer à l'identité de votre entreprise. Et la première étape, c'est évidemment de choisir un nom, une marque, une enseigne, puisque il faudra bien avoir un nom sur lequel vous allez pouvoir communiquer. Et ça, c'est une des bases, un des fondements et très certainement une des premières étapes. Alors, quand on choisit le nom, il ne faut pas forcément chercher à choisir un nom qui va décrire votre activité. Alors, on peut parfois avoir tendance à se dire, il faut que mon nom évoque mon activité ou même la décrive. C'est pas forcément nécessaire. Je vais vous citer deux exemples d'entreprises. Par exemple, il y a une entreprise qui vient de se créer à Strasbourg. C'est un espace de coworking un peu innovant, un tiers-lieu. Il s'appelle Les Compotes. Donc, dans l'absolu, l'activité n'a aucun rapport avec Les Compotes. Ou bien, il y a un restaurant réputé de Strasbourg qui s'appelle Les Sales Gosses. Donc là aussi, le nom en tant que tel n'évoque pas l'activité de restauration. Et pourtant, c'est un nom, une marque qui fonctionne bien. Voilà, donc quelques points aussi importants, de toujours bien utiliser le même nom sur tous les supports. On y reviendra dans la diapo suivante. De faire attention à la prononciation. Le problème des accents, des tirets, des apostrophes, l'apostrophe notamment n'est pas un signe qu'on retrouve sur Internet. Donc, c'est peut-être compliqué d'avoir une apostrophe dans un nom. Et puis, bien sûr, faire attention aux homonymes, aux noms qui seraient peut-être déjà utilisés par ailleurs. Et puis, quand vous choisissez la marque, il faut un petit peu anticiper et avoir en tête que votre marque sera certainement liée à un nom de domaine. On va y revenir dans un instant. Et donc, là aussi, vérifier que le nom que vous envisagez, que les noms de domaine soient relativement disponibles. Voilà. Et donc,
une fois que vous avez choisi la marque, soyez rigoureux. Donc là, quelques exemples. Si vous décidez de vous appeler Nathalie Coiffure, eh ben, mettez toujours les mots dans le même ordre. Si vous décidez de mettre un article, mettez-le partout. Donc, si vous, voilà, sur toute votre communication, ça sera le palais des bonbons. Voilà, là, c'est un exemple de domaine viticole. Donc, si vous décidez de vous appeler, que votre enseigne, votre nom commercial, c'est domaine Schmitt, ben, utilisez tout le temps cette appellation. Ça va en fait rassurer les clients. Parce que si vous utilisez d'autres appellations sur d'autres supports, ben, les gens vont pouvoir se dire, ben, est-ce que c'est finalement la même entreprise ou pas. Voilà, si c'est en un seul mot, ben, on garde toujours en un seul mot. Et puis ça, c'est l'idée de l'apostrophe. Hein. Donc, c'est vrai que le petit café, c'est un nom sympa, mais mettre une apostrophe ici, c'est peut-être, moi, je considère que c'est plutôt un inconvénient, parce que cette apostrophe, les gens vont pas trop savoir quoi en faire quand ils vont ben, peut-être faire des recherches sur un moteur de recherche, ou quand ils vont, voilà. Donc, à la rigueur, il vaut mieux s'appeler le petit café avec le E, P-E-T-I-T, mais dans la prononciation à l'oral, ben, les gens diront bien le petit café. Voilà. Et donc, effectivement, selon l'enjeu, enfin, voilà, l'importance de votre entreprise, ben, ça peut être important de déposer la marque. Et donc, ça concerne donc l'INPI. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers l'INPI. Et puis, surtout, à faire au préalable des recherches d'antériorité. Même si c'est payant, c'est nécessaire de le faire. Donc, Mathieu, peut-être concernant la marque, donc Ninja Storm, comment est-ce que cette marque a été trouvée? Alors, alors, on va très rapidement parler du choix du nom. On voulait que ce soit un nom qui reflète en fait les valeurs de l'entreprise. On voulait qu'il y ait du mouvement, on voulait que ce soit ludique, et on voulait aussi surfer un petit peu sur l'émission Ninja Warrior. Donc on avait plusieurs noms. Plusieurs noms, on avait pensé à Ninja Adrenaline, Ninja Storm, il y en avait encore quelques autres. On a fait ensuite un sondage sur Internet, et, et lors de ce sondage, du coup, Ninja Storm est ressorti. Et c'était aussi celui qui nous plaisait le plus. Donc, on a choisi Ninja Storm. On a aussi déposé ensuite Ninja Storm sur l'INPI, et on a pris le nom de domaine. Alors, il y a une petite anecdote qui se passait, c'est que quand on a fait ce sondage-là, il y a un des sondés qui a pris le nom pour déposer un nom de domaine avant qu'on puisse le faire. Donc, on a dû attendre 1 an avant de récupérer le ninjastorm.fr. Voilà. Okay. Donc, essayez de faire ce genre de choses-là avant et de faire les sondages après. Petit conseil. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc une fois qu'on a choisi la marque, on peut la compléter avec une petite signature qu'on appelle une baseline. Donc, en fait, c'est une courte phrase qui va en fait permettre de décrire l'activité ou bien de mettre en avant vos valeurs. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs exemples qui apparaissent. Hein, donc, c'est souvent des petites phrases qu'on connaît. Alors, c'est pas forcément simple de la trouver. Peut-être qu'il faut faire appel à une agence ou bien voilà, ou à des spécialistes de la communication. Mais en tout cas, ce sont des éléments qui vont permettre de donner des informations sur l'activité de l'entreprise ou bien sur vos valeurs. Donc, c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Donc, on appelle ça la baseline, on peut appeler ça aussi la tagline. Là, je donne d'autres exemples. Et donc, on trouve, Mathieu, donc Ninja Storm. Donc, vous, votre petit slogan, c'est libérer le ninja qui est en vous. Voilà, c'est ça. Et encore juste une chose importante sur la marque, c'est très important de la déposer parce que ça fait vraiment partie du fonds de commerce de l'entreprise. Et dans un cadre de développement derrière, le nom de la marque en elle-même, a énormément de valeur aussi. Tout à fait. Vous avez effectivement des projets de développement, hein, donc en franchise. Donc, on aura certainement d'autres Ninja Storm ailleurs, dans d'autres villes. Voilà. Et donc, évidemment, c'est très important que tout cela soit bien protégé, la marque, mais également le logo, dont on va parler dans un instant. Donc, la baseline, on peut aussi, une fois que vous avez choisi, l'intégrer au logo. Et donc là, nous avons 3 exemples. Donc là, nous avons donc un magasin de plantes qui a mis comme baseline jardinerie urbaine, une entreprise qui vend du vin sur les marchés. Donc c'est un camion, voilà, itinérant. Donc ils ont mis donc cave itinérante en Alsace. Et puis cette entreprise qui est une épicerie en vrac. Voilà. Donc ça permet d'avoir effectivement une marque, une signature qui va rajouter du caractère, et puis donc un logo. Le logo, on y arrive, l'identité visuelle, puisqu'une fois qu'on a choisi son nom, il faut bien sûr des éléments visuels.
Alors, est-ce qu'il faut un logo ou pas? Est-ce que c'est obligatoire? Alors, juridiquement, non, c'est pas obligatoire. Dans l'absolu, ça ne l'est pas, mais effectivement, on en discutait, Mathieu, et toi, tu dis que une entreprise ne peut aujourd'hui pas se passer de logo. Ouais, je pense que c'est indispensable qu'elle ait un logo pour qu'elle puisse déjà être identifiée au maximum et identifiable. C'est-à-dire que si jamais l'entreprise va faire des goodies, va faire des produits dérivés, ne serait-ce même qu'un seul flyer, il faut que les gens puissent tout de suite l'identifier. D'accord. Donc là, on a mis quelques petits exemples de logos d'entreprises régionales que vous connaissez peut-être. Donc, on retrouve donc Ninja Storm. Peut-être c'est l'occasion de nous le décrire et les éléments caractéristiques de ce logo. Oui, bien sûr. Nous, comme dit, comme pour le nom, on voulait vraiment inspirer le mouvement, la dynamique, quelque chose d'aussi ludique. Et donc, il fallait que ce soit aussi en rapport avec le nom. Donc, nous, on a fait la tornade. Donc, une tornade, ça crée vraiment le mouvement. On a aussi mis, du coup, la tornade en forme de shuriken au-dessus. Donc, pour rappeler ici un petit fun fact sur le ninja. Et on a mélangé le tout pour que ça fasse Ninja Storm. Alors, il y a eu pas mal de révisions. On a remis le shuriken dans le haut. Enfin, il a vraiment été très longuement travaillé le logo et on est vraiment très, très content du résultat. Et donc, le shuriken, donc c'est cet anneau avec les petits points, donc c'est une arme. Non, c'est l'arme des ninjas. Ouais. Ok. Voilà. Donc, ce qui est donc intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a certains logos qui intègrent en fait le nom de domaine. Donc, j'ai l'exemple de baguettebox.com par exemple, fiestarepublique.com, mais il y a également l'exemple connu de la ville de Strasbourg, dont le logo, c'est en fait le nom de domaine, puisque le logo de la ville de Strasbourg, c'est strasbourg.eu. Voilà. Alors, petit conseil là aussi, parfois on crée un logo, donc là j'ai pris l'exemple de Baguettebox, qui est en fait un logo qui est de forme plutôt rectangulaire. Or, les photos de profil sur les réseaux sociaux, c'est vrai pour Facebook, pour Instagram, pour d'autres certainement, ce sont des formats ronds. Et donc, si on devait mettre ce logo dans un rond, ça fait qu'il y aurait beaucoup de blanc en haut et en bas. Et puis, en fait, si vous voyez, il faut savoir que les photos de profil, c'est relativement petit. Et donc, on aurait quelque chose de peu lisible. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez donc un logo plutôt allongé, c'est de toute manière de le décliner dans d'autres formats. Donc là, Baguettebox a retravaillé son logo en mettant la baguette au-dessus, ce qui fait que lorsqu'on a la photo de profil, on a quelque chose de beaucoup plus lisible. Et on y reviendra aussi pour Ninja Storm, où vous avez également adapté votre logo à différents formats. Et donc, vous voyez, là, c'est la capture d'écran de la page Facebook de cette entreprise, où on a effectivement une photo de profil du coup, qui est très bien, voilà, qui est bien visible. Et puis, on a des éléments également liés à la charte graphique, qui est le sujet qu'on va aborder dans un instant, où on retrouve effectivement des couleurs dominantes. Donc, ici, c'est le vert, le orange, et puis également la police de caractère, le style, etc. Un autre exemple de charte graphique, donc là c'est une salle de CrossFit qui est en Alsace, à Bernolsheim. Et donc là, vous voyez, donc on a le logo ici en haut à gauche. Et donc, on retrouve donc le logo sur les différents éléments de communication. Mais donc là, on a des exemples de publications sur les réseaux sociaux. On a le planning des cours qui apparaît sur le site internet. Et donc, l'entreprise a choisi donc, des couleurs dominantes. Donc là, on a une couleur rouge-rosé, on a le noir, on a une police de caractère spécifique. Et puis, on a en caractéristique, on a toujours en fond, un peu comme en filigrane, une photo. Voilà. Donc, en fait, moi, je vous conseille de faire ça également. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez choisi votre logo, c'est de le décliner, de construire une charte graphique où vous allez choisir les couleurs dominantes, la police de caractère, le style, etc. Ce qui fait que dans votre communication, on aura quelque chose qui sera très, très, très homogène finalement. En fait, ça va rassurer les personnes, ça va donner de la cohérence et puis surtout, ça va donner un caractère professionnel. Alors, voilà, donc là, on a l'exemple de Ninja Storm où on voit effectivement qu'on peut aussi modifier le logo selon la surface, le fond. Donc, et puis là, on a un exemple donc, de publication, c'est une information sur des horaires différents pendant l'été. Et donc, ça, Mathieu, si tu peux peut-être donc, du coup, nous parler des éléments caractéristiques de votre charte. Oui, bien sûr. Du coup, sur toutes nos publications, on va essayer de remettre le logo.
Donc, que le logo soit bien visible. On va respecter la charte graphique, du coup, qu'on retrouve dans le logo aussi. C'est du rouge et du noir. Enfin, donc, c'est pas tout à fait du rouge et c'est pas tout à fait du noir. Ça va être plutôt de l'anthracite, mais voilà, on va essayer de tout mettre dans les publications. On a aussi ce petit coup de pinceau qu'on peut retrouver là sur Devenir franchisé, sur Vacances. Il y a pas mal de. Les couleurs sont très très importantes en fait quand on veut montrer les valeurs de son entreprise. Et, euh, et pareil, coup de pinceau, ça représente toujours le mouvement, ça représente l'activité, et voilà. Voilà, donc là, on a vu quelques exemples. Hein. Donc ça, c'est en fait le site internet, le haut du site. Hein. Donc on retrouve les éléments avec le logo, le fameux, comment ça s'appelle déjà? Shuriken. Le shuriken, le coup de pinceau. Donc là, vous voyez, ma publication sur Facebook. Donc, vous voyez, tu ne t'es pas contenté de mettre une photo avec un texte, tu as construit un véritable visuel. C'est ça. Moi, j'appelle une infographie. C'est ça. En gros, on aura deux types de publications vraiment dans notre communication. Il y aura les publications prises sur le vif, donc ça va être par exemple des photos ou des vidéos de nous en train de faire les obstacles ou alors des clients qui veulent être filmés et être mis sur nos réseaux. Mais quand on va préparer une publication plutôt informative ou qui a vraiment un objectif derrière, on va la travailler sous forme d'infographie et on va mettre vraiment tous les éléments de notre charte graphique pour que ce soit identifiable. Voilà. Et donc là, on retrouve par exemple la page Facebook. Hein, donc, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans la photo de profil, à la photo ronde, en fait, on n'a pas le nom, on a uniquement la tornade. Hein, mais du coup, c'est bien visible parce que si on avait rajouté le mot Ninja Storm, on aurait eu quelque chose de moins percutant. Et puis voilà, une photo de couverture, on retrouve voilà, tous les éléments. Ok, donc ça, c'était pour la charte graphique, les éléments visuels. Et donc maintenant, on va commencer à s'intéresser donc au site internet. Donc on va répondre à la question tout à l'heure, faut-il un site internet ou pas? Mais même si vous dites, moi, pour le moment, je veux pas de site internet parce que je n'ai pas les moyens ou j'ai pas le temps ou je verrai ça plus tard. Moi, je pense que c'est quand même intéressant de choisir un nom de domaine. Alors, le nom de domaine, c'est quoi? En fait, le nom de domaine, c'est le nom du site. Hein, c'est donc ce qu'on retrouve après le 3W. Donc là, effectivement, il y a plusieurs stratégies pour choisir le nom de domaine. On peut choisir un nom de domaine qui va décrire, enfin qui sera la marque. Donc c'est le choix que vous avez fait puisque vous êtes sur ninjastorm.fr. Ou alors on peut faire un nom de domaine qui décrit l'activité ou un nom de domaine qui mixe les deux. Je vais vous donner un exemple fictif. Imaginons que nous ayons un magasin de fleurs et qu'on s'appelle Méli-Mélo. On peut choisir d'avoir un nom de domaine qui serait mélimelo.fr par exemple, ou bien une autre stratégie est de choisir un nom de domaine qui évoque l'activité. Et par exemple, imaginons qu'on est situé à Andlo, on pourrait prendre un nom de domaine qui serait www.fleuriste-andlo.fr. Pourquoi cela? Parce que quelqu'un qui va faire une recherche sur Internet en tapant fleuriste Andlo a du coup plus de chances de tomber sur mon site parce que le site en fait porte le nom qui correspond à la recherche faite par la personne. Ou bien on peut mixer les deux et faire par exemple www.fleur-mélimelo.fr par exemple. Voilà. Donc là aussi, pour le choix du nom de domaine, vous pouvez peut-être aussi vous faire aider par un prestataire ou par une agence. Et une fois qu'on a choisi le nom de domaine, un élément important également, ce sont les extensions. Hein, c'est-à-dire, c'est ce qui vient, voilà, c'est le .fr, le .com qu'on connaît, mais il y a en fait des extensions que j'ai appelées exotiques, mais qui sont tout à fait intéressantes. Donc, on a par exemple le .alsace. Donc, on peut avoir un site internet en .alsace. Donc, ça, c'est évidemment important si vous souhaitez mettre en avant le côté régional, local de votre entreprise. Voilà, il y a le .bis, .hôtel, vous avez quelques exemples. Et puis, j'attire votre attention sur une entreprise alsacienne qui s'appelle Je gère mon bis, une entreprise qui est située donc à Reichstedt, qui propose des solutions de gestion informatique 100% en ligne. Donc, c'est vraiment un outil intéressant pour les jeunes entreprises qui souhaitent disposer donc de tous les logiciels et de tout ce qu'il faut pour travailler en utilisant des clouds. Et donc, vous voyez, j'ai mis leur logo. Et donc, ils ont choisi un nom de domaine qui utilise toujours le .biz.
puisqu'en fait, leur entreprise s'appelle Je gère mon biz, donc ils ont un nom de domaine, c'est jegèremon.biz. Et donc là, ben, voilà, le logo, du coup, il est sympa, et on retrouve également la fameuse baseline, la petite signature, où ils ont mis, eux, 100% en ligne. Alors, pourquoi le nom de domaine, c'est important? Même si vous n'avez pas de site, c'est que ça vous permet de créer une adresse mail professionnelle. Donc là aussi, je vous l'ai dit, on a parlé au début donc, de notre séminaire. Il faut bien penser que vous devenez un chef d'entreprise, et donc, moi, je déconseille l'utilisation des adresses mail avec des déclinaisons qui seraient, par exemple, votre fenêtre d'accès. Donc, moi, je déconseille d'utiliser des adresses mail qui seraient en arrobase, free.fr, wanadoo, orange, etc. Parce qu'en fait, on peut penser que c'est finalement votre adresse mail personnelle. En fait, vous aurez une image beaucoup plus professionnelle si vous utilisez votre nom de domaine. Donc là, on a mis quelques exemples. Et puis, pour reprendre l'exemple de NinjaStorm, Mathieu, donc, vous avez donc créé des adresses mail avec donc @ninjastorm.fr, et donc chaque personne d'entreprise peut du coup avoir une adresse mail à son nom, mais on peut faire également des adresses mail thématiques. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai pris l'exemple fictif d'un restaurant. On pourrait faire une adresse mail qui serait réservée à gérer les réservations, justement. Ou bien, si vous avez un stagiaire, vous pouvez créer une adresse mail pour un stagiaire ou autre. Donc ça, je pense que c'est important. Alors, il y a la question de l'adresse mail du gmail.com. Donc là aussi, beaucoup de gens ont une adresse en Gmail. Donc, elle est très utile pour gérer vos outils de Google. Hein, on y reviendra. Mais par contre, il faudrait pas l'utiliser dans votre communication. Et puis, donc, dernier élément, c'est la signature de mail. Donc là aussi, ça ne coûte rien. La plupart des logiciels de mail le proposent. Donc, automatiquement, sans que vous fassiez quoi que ce soit, tous les mails que vous envoyez à vos clients vont être signés par cette signature. Donc là, Mathieu, j'ai pris l'exemple de ta signature de mail. Donc, c'est vrai que ça donne un caractère professionnel, ça rassure l'interlocuteur, parce qu'on retrouve bien sûr le logo. On a également la fonction, parce que moi, je reçois aussi des fois des mails de porteurs de projets ou d'entrepreneurs. En fait, il y a juste leur nom, mais il n'y a pas leur fonction. Donc là, vous dites, je suis tout seul dans l'entreprise, donc forcément, j'ai toutes les fonctions, peut-être, mais voilà, dans vos relations avec le fournisseur, avec le banquier, c'est important de mettre le nom et puis toutes les coordonnées complètes. Parce que moi, parfois, il m'arrive, je dois appeler quelqu'un. Comment je fais pour le numéro de téléphone? Je recherche un ancien mail, je vois le numéro de téléphone. Voilà. Et puis, bien sûr, vous mettez les liens vers les réseaux sociaux. Hein, voilà. OK, donc on vient de voir, voilà, site internet ou pas. Donc, même s'il n'y a pas de site internet, je vous recommande de choisir un nom de domaine, de créer un mail professionnel, de faire une signature de mail qui va donner un caractère professionnel à votre communication. Alors, site internet ou pas, donc l'avantage du site internet, c'est qu'on est maître à bord, parce qu'effectivement, sur un site internet, on maîtrise complètement son contenu, ce qui n'est pas le cas des réseaux sociaux, parce que si on est sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, quel que soit le réseau, en fait, on est dépendant des règles de fonctionnement de ce réseau social. Voilà, donc on n'est pas tout à fait maître à bord. Un site internet permet également de rassurer vos clients sur l'existence de l'entreprise, parce que les gens ont peut-être entendu parler de vous. Ah oui, tiens, il y a une entreprise qui se crée à quelque part. Et si les gens, ils font une recherche et ils tombent sur votre site internet, ils vont se dire, oui, effectivement, elle existe, etc. Ça permet de vendre. Donc, même si, imaginons, vous êtes un commerce, par exemple, commerce de fleurs, vous n'allez pas forcément vous lancer dans la vente, dans le click and collect. Mais vous pouvez, et ça c'est assez simple à faire, vous pouvez vendre des bons cadeaux. Donc, en fait, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez faire de la vente en ligne. Et donc, c'est vrai que les fleurs, on les achète souvent pour faire des cadeaux. Et donc, ça permettrait, par exemple, voilà, de vous faire plaisir, d'acheter un bon cadeau que vous allez donner à quelqu'un. Voilà. Pour NinjaStorm, la question ne se posait pas, il fallait évidemment un site internet. Hein. Ça c'était sûr. Donc nous on en a même créé plusieurs. On a fait un premier site. Donc avant l'ouverture, on n'avait aucun contenu, aucune photo, on était en plein travaux. Donc on a fait un petit peu comme on pouvait, mais il fallait que les gens puissent quand même savoir qu'on allait exister. Et ensuite donc on a fait une refonte totale du site pour pouvoir justement mettre en place un système de réservation et pouvoir vraiment nous concentrer sur la vente en ligne de nos places.
qui nous permet en fait de fluidifier un petit peu l'affluence. Et on a fait un troisième site internet, donc là, ce qui était plutôt dédié à la vente de t-shirts, de textiles, par rapport à la marque qu'on a créée. Donc l'objectif du site pour nous enfin des plusieurs sites, c'est vraiment de pouvoir dynamiser notre marque et de pouvoir la rendre beaucoup plus forte et plus présente sur Internet. Plus récemment, Mathieu, tu as créé donc toute une gamme donc, de vêtements, hein. Ouais, c'est ça. Après, bon, c'est une gamme, ça reste Oui, oui. encore assez léger, mais c'est en développement. Voilà. Et il y a un site dédié à cela. Il y a un site dédié à ça. Bon, du coup, le lien, il est sur notre site principal, qui est le site où ce sera vraiment tout ce qui est dédié au parcours et à l'établissement. Et par contre, on a créé une boutique à part qu'on peut rejoindre depuis notre site principal. Et donc effectivement, pour revenir à la vente en ligne, donc sur le site principal, donc c'est vrai que bah, tu vends pas de marchandises, hein, tu vends du service, Ouais. mais effectivement au travers du site, tu peux vendre et tu as pu vendre même avant la création d'entreprise, tu as pu vendre en fait des billets d'entrée Ouais, en quelque sorte. En fait, on a lancé un crowdfunding avant l'ouverture, donc on a teasé un petit peu notre ouverture. Comme dit, on a ouvert au mois de décembre et on a créé l'entreprise en janvier. On a commencé notre com au mois de mai pour montrer un petit peu l'avancée des travaux, montrer qu'il y a un projet qui se prépare et ça permet en fait de créer déjà une communauté qui sera présente à l'ouverture et d'éviter le flop à l'ouverture et ça permet aussi de rassurer. C'est-à-dire que nous, on a réussi à avoir un objectif, donc on a fixé un objectif de 6 000 € pour le crowdfunding. Donc ça représente pas grand-chose. On est arrivé à 8 000 €. Donc sur le projet, ça représente pas grand-chose, mais par contre, ce qui était hyper rassurant, c'était de voir qu'on avait des clients avant même d'exister. Et bah, ça met vraiment en confiance et ça nous a beaucoup aidé, ça nous a beaucoup motivé pour le projet. Et je trouve que c'est hyper important que les gens sachent que quelque chose se prépare et d'avoir en fait déjà une communauté le jour de l'ouverture. Tout à fait. Donc, on peut effectivement bah, créer son site avant l'ouverture d'entreprise et commencer à communiquer sur les réseaux sociaux. On y viendra dans un instant. Alors, le conseil que je vous donne également, parce qu'un site internet, bah, il y en a de toutes sortes. Il y en a des petits, des grands. Ça peut coûter effectivement beaucoup d'argent. Mais là aussi, si vous souhaitez démarrer doucement, sans forcément beaucoup de moyens, bah, vous pouvez en fait créer un site gratuit qui serait juste en fait une présentation basique de l'entreprise. Donc là, je vous montre un exemple. Alors, c'est pas du tout mis en page, hein, il ne faut pas regarder le côté esthétique, mais imaginons que vous ayez que vous créez une boulangerie, voilà, qui va ouvrir d'ici quelques temps. Eh bien, vous pouvez tout simplement créer un site internet sur lequel il y aura une ou deux pages où on retrouvera ce type d'informations. Vous pouvez utiliser les outils de Google. Donc, Google propose un service gratuit de création de sites, qui s'appelle Google Sites. Donc, ça vous coûtera rien. La seule chose qui vous coûtera, c'est la réservation du nom de domaine. Mais voyez, cette présence en ligne, très basique, ben, ça va rassurer vos clients parce qu'ils vont voir effectivement que ça va ouvrir bientôt. On a déjà les heures d'ouverture, il y a une présentation de l'activité, il y a tous les moyens, les éléments pour vous contacter, hein, donc le mail, etc. On aurait pu rajouter un plan de situation. Vous pouvez récolter du coup des adresses mail pour une newsletter, donc ça permettra voilà, de commencer à construire votre fichier client. Et puis il y a bien sûr les liens vers les réseaux sociaux. Et puis ça aussi très important, c'est les informations un petit peu juridiques. Donc moi personnellement, c'est quelque chose que je regarde souvent sur les sites quand voilà, quand je connais pas bien une entreprise, je vais voir sur Google, je regarde sur site internet et je regarde les mentions légales. Hein, donc là, voir que l'entreprise est une SARL, qu'elle a immatriculé le numéro de SIRET, c'est des éléments qui vont rassurer. Autre élément important, c'est donc la page d'accueil. Il faut que quand on arrive sur votre site, on comprenne tout de suite de quoi il s'agit, on comprenne tout de suite ce que vous vendez. Donc là, j'ai l'exemple d'une épicerie en vrac à Auvernais. Et quand on est sur leur site, eh ben, on a effectivement en haut le logo, le menu, les liens vers les réseaux sociaux. Et on a une grande image très explicite, puisqu'on voit bien que c'est une épicerie en vrac, avec le nom en plus, enfin voilà, une phrase qui précise. Donc ça, c'est un élément important. Et autre élément important, de nos jours, Internet
ça se passe avec cet outil. Hein. Plus de 2/3 des voilà, plus de 2/3 des consultations se font avec le smartphone. Hein. Donc, 2/3 des consultations des sites internet se font à partir du smartphone. Donc c'est très très important que votre site internet soit ce qu'on appelle responsive design, c'est-à-dire qu'on puisse le consulter quel que soit le support, la tablette, etc. C'est même mieux de le créer pour mobile et de l'adapter ensuite pour une visualisation sur ordinateur que de faire l'inverse maintenant à l'heure actuelle. Tout à fait. Et d'ailleurs, si tu vas bien de le dire, Mathieu, actuellement Google, donc quand les petits robots Google qui analysent les sites n'analysent que la version mobile des sites pour déterminer les référencements naturels. Donc c'est tout à fait exact. Voilà. Alors le site internet de NinjaStorm, il a été fait comment? Alors comme dit, on en a fait 3. Donc le premier, ça a été fait par une agence de communication. Pareil, elle s'est basée du coup sur pas grand-chose puisqu'on n'avait pas grand-chose. Ensuite, le deuxième site, on a fait vraiment un cahier des charges très très poussé. Et ça, je pense que c'est hyper important de savoir en fait ce qu'on veut précisément dans le site, parce que ça facilite les discussions avec l'agence de com, ça évite les révisions et ça évite les incompréhensions aussi. Donc le dialogue est beaucoup plus facile, on sait à quoi s'attendre, on sait ce qu'on veut, on arrivera à le mettre en place. Et le troisième site, on a profité en fait du Covid pendant la période de fermeture pour le faire nous-mêmes. Donc c'était du fait maison 100% le site de vente de vêtements. D'accord. Ok. Alors, donc oui, alors là, j'ai noté effectivement quelques points importants à voir lorsqu'on veut créer un site. Hein. Comme dit, l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est pas de détailler le site internet. Il y a plein d'autres webinaires sur le sujet, mais néanmoins, ça c'est quand même les questions à se poser. Et puis, ce qui est très important, c'est même si vous faites appel à un prestataire, c'est que vous ayez la main pour mettre à jour le site vous-même. Voilà, il ne faut pas que vous soyez dépendant d'un prestataire pour pouvoir changer du texte ou une image. Ouais, ça c'est important. Voilà, alors on avance. Il y a un autre élément important pour votre présence en ligne qui est là aussi 100% gratuit, c'est Google My Business. Alors, on va voir effectivement avec l'exemple de Ninja. Donc, qu'est-ce que c'est Google My Business? C'est en fait ce qui apparaît à droite lorsqu'on fait donc une recherche. Donc là, j'ai tapé Ninja Storm Strasbourg sur Google et donc apparaît effectivement cet élément. Donc, il y a toujours une carte de situation, il y a des photos. Et puis, il y a les éléments en fait, qui sont rajoutés par l'entreprise. Donc, on a bien sûr le nom, la description. On voit qu'il y a le petit logo, là, la tornade. Et puis, on a les avis. Donc là, voilà, c'est une autre vue un peu plus grande. Donc, on trouve les horaires d'ouverture. Donc, c'est important de le mettre à jour, hein, puisqu'en fait, les gens vont se fier à ça. Donc, si vous avez des horaires d'ouverture qui sont faux sur Google My Business, les gens viennent dans votre commerce, c'est fermé, ils vont vous engueuler. Parce qu'ils vont dire, il faut l'anticiper parce que la fiche Google My Business se met pas à jour immédiatement. Donc, nous, ça nous est arrivé de devoir insister pour que les mises à jour soient faites. Voilà. Donc ça, c'est 100% gratuit. Vous pouvez rajouter beaucoup d'informations, une description. On peut même mettre des posts actuellement, donc des posts, des actualités, des promotions. Voilà. Donc, outil incontournable. Les réseaux sociaux. Alors là aussi, on va pas parler beaucoup des réseaux sociaux parce que voilà, c'est un sujet en tant que tel. Néanmoins, il faut vraiment se poser la question de savoir, est-ce que je vais être présent sur les réseaux sociaux et lesquels? Donc, des réseaux sociaux, il y en a plein. Là, on en a mis quelques-uns. Donc, tout dépend effectivement de votre cible, de votre audience. Chaque réseau social a ses propres règles de fonctionnement. Donc, le conseil que je donnerais, c'est ne cherchez pas à être présent partout. Hein. Il vaut mieux choisir un réseau social bien adapté à votre cible et puis bien travailler votre communauté, faire des publications que votre communauté va apprécier. Donc, il faut se poser la question, finalement, qu'est-ce que ma communauté aime voir? Quelles sont les informations que j'ai envie de publier? Comment est-ce que vous allez faire interagir la communauté? Donc, peut-être poser des questions, faire des sondages. Les gens, ils aiment bien des informations exclusives. Hein, donc, parler un petit peu des coulisses, parler de votre vie de chef d'entreprise. Parce que ce qui intéresse les gens, c'est pas tellement vos produits. Ce qui intéresse les gens, c'est de comprendre qu'est-ce que vous vivez en tant que chef d'entreprise,
c'est avoir des informations un peu exclusives, c'est de voir les coulisses. Et puis les réseaux sociaux, c'est aussi le média de l'émotion. Donc, Ninja Storm est présent sur plusieurs réseaux. Ouais, c'est ça. Donc, nous, alors, on est présent sur Facebook. Donc, sur Facebook, on va plutôt l'utiliser à titre informatif pour mettre à jour toutes les informations pertinentes, les horaires de vacances et tout ça. Faire des jeux concours. Instagram, ça va être plutôt tout ce qui va être pris sur le vif. Donc, par exemple, c'est ce que je disais avant, quand il y a un EVJC qui arrive, ils sont tous déguisés, on va prendre une vidéo sur Insta, on va repartager ce que les clients prennent comme vidéo. Sur LinkedIn, donc là, on est plutôt présent donc sur un autre axe, c'est sur le développement en franchise. Sur YouTube et TikTok, alors on est en train de commencer à y aller parce que justement, on peut faire pas mal de vidéos, on va dire à buzz. Enfin, on a le matériel pour pouvoir faire du contenu intéressant. Et on a embauché une community manager justement pour pouvoir développer aussi un petit peu tous ces axes de réseaux sociaux. Ok, merci. Donc c'est clair que maintenant l'entreprise est déjà un peu mature, à quelques années d'existence, donc c'est vrai que ça vous permet d'être présent sur plus de réseaux, mais effectivement, je pense que c'est bien pour commencer d'en choisir peut-être un ou deux, de le faire correctement et d'évoluer ensuite. Alors quand on parle de réseaux sociaux, petit zoom sur l'importance du à propos. Donc là, c'est l'exemple donc sur Facebook, mais on le retrouve sur les autres réseaux. C'est vraiment la description de l'entreprise. Donc pensez à bien le soigner, à le mettre à jour. Et c'est là aussi des éléments qui vont être intéressants et importants pour vos prospects et vos clients parce qu'ils vont retrouver les heures d'ouverture, le site internet, le téléphone, etc. Et puis, autre tendance, on a déjà un petit peu parlé, une publication, c'est pas uniquement une photo et un texte. On est de plus en plus vers la construction d'une infographie. Donc là, c'est à nouveau l'exemple de Baguette Box. Et donc, on voit que les petits visuels qu'ils construisent, c'est vraiment avec une identité visuelle qui est effectivement un élément qui va aider à l'identification. Et donc là, l'exemple de Ninja Storm. Donc là, c'était effectivement une entrée gratuite pour les papas à la fête des pères. Et donc, pour mettre ça en avant, vous avez vraiment construit tout un visuel. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, ça, vous l'avez fait avec une agence de communication. Hein. Oui, alors on passe par une agence de communication pour, alors pas pour tout, puisque là maintenant justement on a pris une community manager, mais nous on a plus besoin d'une agence de com, surtout pour le temps que ça prend. C'est-à-dire gérer sa communication prend énormément de temps. Donc nous on avait réellement le besoin de sous-traiter cette partie. Actuellement, on a repris en interne le community management, donc tout ce qui est relation avec la communauté. Par contre, on est toujours avec eux justement pour la création de visuels, les publications un peu plus pertinentes et l'organisation d'événements et ce genre de choses. Et donc, Mathieu, un point aussi qu'on a un peu évoqué, mais c'est important d'y revenir concernant les réseaux sociaux, c'est qu'on peut tout à fait commencer à communiquer sur les réseaux sociaux avant la création de l'entreprise. Hein, donc là aussi, quand vous créez votre entreprise, vous pouvez tout à fait mettre en place des éléments avant l'ouverture ou le démarrage d'activité. Donc le site internet avec peut-être juste une simple page avec les informations de base pour rassurer les clients, mais également commencer à animer les réseaux sociaux. C'est ça. Après, ce qui est important, c'est d'avoir déjà sa charte graphique de construite, le nom et de connaître les valeurs de l'entreprise et ce qu'on veut transmettre. À partir de ce moment-là, on peut déjà commencer une communication, même si on n'a pas encore de produit à vendre. Au moins pour teaser le fait que ça va venir, quelque chose se prépare et susciter de l'intérêt du coup chez les gens. Ok, merci. Alors, on va avancer. Donc, les avis clients, c'est évidemment aussi un point très important. Donc, vos clients, que vous vouliez ou non, vont s'exprimer et vont donner leur avis. Donc là, on a mis quelques sites sur lesquels on peut mettre les avis. Donc, il y a bien sûr Google, au travers des fiches Google My Business, les pages jaunes, Facebook, etc. Les sites qui sont entourés là en bas de la page sont en fait des sites d'avis certifiés. C'est-à-dire que là, contrairement aux autres sites qui sont dessus, sur ces sites-là, plus que Pro, Trustpilot, etc., on peut mettre un avis que si on est vraiment client de l'entreprise. TripAdvisor est un site d'avis très connu. Il est donc connu notamment pour l'hôtellerie, la restauration. Donc là, c'est l'exemple d'un hôtel. Vous voyez, à Strasbourg, il y a déjà 700 avis. Mais TripAdvisor est également utilisé pour les activités de loisirs et les activités touristiques. Et donc, Ninja Storm, vous êtes présent
sur TripAdvisor avec déjà quelques avis. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, de toute façon, ce qui est hyper important, c'est d'être présent un petit peu partout. Parce que plus vous allez être présent sur d'autres sites, plus on va parler de vous, plus les recherches, quand les gens en fait vont taper ou même des mots-clés qui ont rien à voir, mais juste sur le loisir, par exemple, et ben vous allez quand même ressortir. Voilà. Donc, les pages jaunes, les pages jaunes, voilà, papier n'existe plus, hein, mais on a toujours le site internet qui reste adapté pour les commerçants, les artisans. Donc, et on voit, donc il y a également des avis sur les pages jaunes. Et puis, bah, sur Facebook, hein, bien sûr, hein, donc on a une rubrique avis. Donc là, l'exemple à nouveau de Ninja Storm. Et donc, ce qui est important, bah, c'est d'apporter une réponse. Hein. Donc, vous voyez, là, on a eu un commentaire. Et puis, donc, c'est important de montrer que vous portez de l'attention aux avis déposés par les clients et donc d'y répondre. Et puis là, moi, j'aime bien cet exemple. Donc là, c'est sur Google My Business. Hein, donc, on est toujours sur la page donc, de Ninja Storm. Et donc là, regardez dans la réponse, ça, c'est très intéressant. Ninja Storm a utilisé en fait un ton particulier et en utilisant des mots qui intègrent le ninja. Vous voyez, donc c'est merci pour ton super ninja vie. Ouais, c'est ça. On parle comme les Schtroumpfs, mais ça permet en fait de donner un message vraiment fort sur justement la communauté et ça permet en fait d'ancrer l'entreprise dans la tête des gens. Voilà. Et ça donne un caractère particulier, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Alors, on a beaucoup parlé d'Internet, de réseaux sociaux. Je vais quand même dire un petit mot sur le papier. Alors, ça peut peut-être sembler paradoxal hein, de parler de papier, mais moi, je pense effectivement que le papier, la communication avec le support papier peut encore être utile, notamment si vous faites des cartes de visite. Donc là, le conseil que je vous donne, c'est de faire une carte de visite avec des informations très complètes. Hein, donc, n'oubliez pas de mettre votre fonction, de mettre également l'adresse physique. Donc, ça va rassurer les personnes ou à minima une ville. Hein, puisque moi, je reçois des fois des cartes de visite. En fait, il y a le nom de l'entreprise, il y a le nom d'une personne, il y a l'activité, mais je ne sais pas, en fait, est-ce que c'est une entreprise qui est à Paris, à Marseille. Donc, c'est quand même un petit peu gênant. Voilà. Et puis, si vous devez faire des flyers, parce que quand on crée une entreprise, c'est vrai qu'on se dit, bah, tiens, faire un flyer. Donc là aussi, très rapidement, quelques messages que je sais vous faire passer. Un flyer, c'est un seul message. Donc, ne cherchez pas à décrire toute votre activité sur le flyer. Il faut que vous posiez une question. Cette question, c'est, OK, la personne qui prend le flyer en main, quelle est l'action que je souhaite qu'il fasse? Est-ce que je souhaite qu'il vienne effectivement au magasin pour profiter d'une offre? Est-ce que je souhaite qu'il aille sur mon site internet, etc. Donc, il vaut mieux un visuel fort, une seule image, mais qui va générer de l'émotion, qui va étonner, qui va faire sourire, qui va retenir l'attention, et une action, une invitation à l'action très, 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 très claire. Et puis encore un mot avant de conclure notre webinaire sur le papier. Moi, je pense que l'envoi de mailing papier, donc par la poste, est en fait un moyen qui peut être tout à fait intéressant. En fait, c'est vrai qu'on reçoit de moins en moins de courriers dans sa boîte aux lettres. Hein. On reçoit quasiment plus que des factures, quelques catalogues, effectivement, voilà. Mais en fait, moi, je pense que même si ça coûte un peu d'argent, mais si vous construisez un message fort avec un visuel dans un courrier personnalisé, je pense que les gens vont prendre le courrier en main, vont l'ouvrir et vont certainement y porter de l'attention, peut-être même davantage qu'un email que vous allez envoyer. Alors, on se dit, envoyer un email, ça coûte pas cher. C'est vrai et c'est faux, parce qu'en fait, pour faire de l'emailing de manière professionnelle, il faut se doter d'un logiciel spécifique. Je ne sais pas si vous en avez un. Alors non, nous on passe justement pour tout ce qui est emailing ou campagne de SMS, on passe par l'agence de com. Voilà, qui utilisent des outils professionnels. Mais ils nous facturent. Bien sûr. Donc, envoyer un email, bah, ça a un coût, soit parce qu'on fait appel à un prestataire, soit parce qu'on utilise un logiciel spécifique. Voilà. Et donc, voilà, c'était mon petit clin d'œil sur la communication papier qui peut-être a encore de l'avenir. Voilà, donc on arrive effectivement à la conclusion. Donc là, c'est les points effectivement qu'on a vus et que bah, voilà, je vous invite à retenir. Donc, Mathieu, si tu avais l'un ou l'autre conseil à donner à des gens qui se lancent, quel serait un petit peu voilà, ce que tu aimerais dire à nos amis? Bah pour moi, dans un premier temps, ce qui est hyper important, c'est déjà de connaître les valeurs de l'entreprise que vous voulez transmettre. Ensuite,
c'est de trouver le nom qui est cohérent, le logo qui est cohérent avec les valeurs, avec ce que vous transmettez, avec ce que représentera votre entreprise. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez déjà commencer à communiquer. Ça, c'est hyper important de le faire dès le départ. Faut que vous créez une communauté qui ait les mêmes valeurs. Ensuite, une fois que vous avez réussi à faire ça, après, nous, on est passé par une agence de com parce que on avait en fait énormément de choses à faire et pour nous, c'était hyper important de communiquer. Mais la question qu'il faut se poser, en fait, c'est plus si vous devez passer par une agence de com ou pas. Ça va dépendre vraiment du manque à gagner que vous avez quand vous faites votre activité. Par exemple, si vous gagnez plus en faisant votre métier que le coût de l'agence de com, pour moi, la question se pose pas. C'est que l'agence de com peut être intéressante pour vous. Et si c'est pas le cas, il vaut mieux que vous fassiez votre com vous-même en prenant des photos, en postant régulièrement sur les réseaux et tout ça. Voilà, pour moi, c'est vraiment, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, ça va être ça. C'est une agence de com, ça peut être coûteux, mais ça dépend vraiment de vos besoins à vous et de l'ampleur de l'entreprise que vous allez mettre derrière et des moyens que vous êtes prêt à mettre derrière. Pour moi, il y a toujours un intérêt à le faire. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir les bons partenaires, mais il y aura toujours un retour sur investissement derrière. À savoir maintenant si il est plus intéressant de le faire vous-même ou de le faire par quelqu'un. Ok, merci. Alors, on va passer à quelques questions, mais avant cela, j'aimerais encore vous donner quelques informations sur l'offre de la CCI, puisqu'effectivement, la CCI peut vous accompagner dans la mise en place de tous ces éléments liés à la communication digitale. Donc, on a une prestation qui s'appelle un coach digital à vos côtés. Donc, c'est en fait un conseiller qui, dans le cadre d'un entretien ou de plusieurs entretiens, pourra vous accompagner à construire votre stratégie. Donc, c'est une prestation qui est accessible à partir d'un montant de 100 € hors taxe. Et puis, on a également une prestation, voilà, qui est un peu plus complète, où on vous aiderait à construire un plan d'action et vous accompagner dans le suivi. Et puis, je souhaite également vous annoncer deux prochains événements. Donc, le prochain, c'est la semaine 49. Donc, c'est notre festival du numérique qui s'inscrit dans le cadre de Bizenbud. Donc, nous aurons toute une semaine au mois d'octobre, donc du 18 au 22 octobre, sur 5 jours dans toute l'Alsace, mais également au-delà. Nous aurons quelques événements en Lorraine, donc des webinaires donc à distance, mais également des événements physiques. Je vous invite à regarder le programme sur notre site internet bizenbuzz.alsace. Et puis, pour les créateurs d'entreprise et les jeunes entrepreneurs qui souhaitent développer leur entreprise, le salon Créer, Reprendre et Développer sa boîte qui revient en réel le 16 novembre, le mardi 16 novembre à Strasbourg. Et donc là aussi, vous pouvez déjà vous inscrire sur le site créer-sa-boîte-en-alsace.fr, c'est gratuit. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a éventuellement quelques questions. Là, il nous reste quelques minutes pour y répondre. Oui, Marc, est-ce que tu m'entends? C'est bon? Oui, oui. Alors, il y a eu quelques questions. Alors, je te lis la première question. Le nom de ma future micro-entreprise est déjà pris au Canada. Je pense que cela ne me bloque pas pour l'usage de ce nom. Qu'en pensez-vous? Alors, si c'est une micro-entreprise et que le nom est déjà pris au Canada, il faut juste qu'elle se renseigne sur l'INPI. Il y a un outil qui s'appelle Basemark où là, vous pouvez vérifier si le nom est déjà pris et s'il n'est pas protégé en France et qu'en France, il n'y a rien, là, il n'y a aucun souci pour pouvoir l'utiliser. Donc, Basemark INPI. Ok, merci. Ok. Une autre question de Frédéric. Pour la création du logo et la charte graphique, conseillez-vous de passer par une agence de com? Et si oui, quel est l'investissement? Alors nous, on l'a beaucoup travaillé en fait avant de passer par l'agence de com. Donc on a utilisé des outils gratuits. Il y a Canva, il y a pas mal vous pouvez trouver pas mal de choses sur Internet si vous voulez le faire vous-même. Mais nous, on leur a envoyé donc la base de ce qu'on avait fait. Et quand eux l'ont retravaillé, ça avait absolument rien à voir. Donc c'était totalement, c'était waouh. Donc on est allé à fond là-dedans. Et nous, alors
Voilà, ça dépend pareil des partenaires, mais ça peut aller entre 150 et 400 euros la créa du logo. Ça dépend si vous avez des idées derrière, ça dépend le nombre de révisions. Comme dit, plus votre idée est précise, plus vous allez pouvoir apporter d'informations sur ce que vous voulez, moins ce sera cher aussi. Ok, merci. Alors, une autre question. Alors, combien coûte une agence de communication? Ça, c'est une question, je pense, un peu difficile. Je pense Il y a de tout, ouais. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez leur faire faire. Par exemple, pour de la gestion simple des réseaux, ça peut aller entre 500 et 1000 euros par mois. Pour un accompagnement complet, c'est-à-dire avec tout ce qui va y avoir derrière sur du marketing papier encore, sur d'autres actions, SMS, emailing, il peut y avoir de la rédaction d'articles, des communiqués de presse. C'est très très varié, donc ça dépend vraiment de la demande. Il faut que la demande soit très précise. Pareil, ça va dépendre des coûts, mais ça peut aller entre 500 jusqu'à des budgets pharaoniques. Hein. Après, il y a aussi différents types d'agences. Hein. Il y a des Oui. agences de différentes tailles. Après, il y a aussi des prestataires indépendants, des freelances, c'est en communication. Le conseil que je donnerais aussi, c'est que, en fait, choisir son partenaire ou son prestataire de communication, c'est comme choisir n'importe quel fournisseur. Donc, c'est important peut-être de rencontrer plusieurs, de demander C'est des ça. devis. C'est très important en plus, surtout pour la communication, que le partenaire comprenne vraiment très bien l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Parce que c'est très très important qu'il puisse en fait transmettre tout ça à travers une communication que vous allez lui sous-traiter. D'accord. C'est vrai que, comme tu dis, c'est vraiment un partenaire, quoi. Donc, C'est vraiment un partenaire. Ouais. il faut partir sur des bonnes bases, Il faut partir sur des bonnes bases claires. Pour moi, c'est un partenariat qui s'inscrit dans la durée, donc il faut prévoir un budget mensuel. C'est pas un coût en one shot. Et pour moi, je pense qu'il faut un minimum de 500 euros mensuels si on fait appel à une agence de com pour que ça puisse s'inscrire à la fois dans la durée et pour que ce soit très pertinent parce que à partir du moment où, par exemple, je sais pas, on va mettre par exemple juste 100 euros par mois dans de la communication, il y a forcément un truc, on va pas réussir à créer de l'impact, on va pas réussir à le mesurer, il y a plein de petites choses qui vont faire qu'on ne saura pas si elle a été efficace ou pas. Donc pour moi, il faut un minimum de 500 euros par mois pour pouvoir au moins mesurer le retour, pouvoir être pris au sérieux aussi par l'agence de com et tout ça. Ok, merci. Voilà. Encore une question? Oui, il y a d'autres questions. Donc, est-ce que le service Google My Business est gratuit? Oui, Ouais. 100% gratuit. Peut-on utiliser le nom d'entreprise comme nom de marque également? Ouais, bien sûr, nous c'est le cas. Oui, donc là, Ok. pour compléter, c'est vrai que quand on dit nom d'entreprise, je pense que c'est peut-être la raison sociale de la société. Oui, Hein. nous c'est la raison sociale. La raison sociale de la société, c'est le nom de la marque, voilà, qu'on a fait. Donc il n'y a rien qui s'oppose. Après, pareil, c'est toujours le même principe. Il faut vérifier qu'elle soit pas déjà protégée, pas déjà utilisée, et sinon ça pose aucun problème. Mais c'est pas obligatoire non plus. Hein. Voilà. En fait, on peut très bien avoir une société qui porte un nom et utiliser pour communiquer une marque qui sera différente de la raison sociale. Par exemple, c'est le cas pour les franchises. Donc, les franchises, Voilà. ils vont devoir donner un nom à leur société, n'importe lequel, hein, je sais pas, et ils vont pouvoir utiliser derrière la marque de Jasta. Ok. Alors, il y a deux questions que je vais regrouper qui concernent le nom de domaine. Donc, pour déposer un nom de domaine et un email pro, où faut-il aller sur Internet? Alors là, pareil, il y a plein d'outils. Nous, on est sur OVH. Donc, si vous passez par une agence de com, elle peut le faire pour vous. Si vous maîtrisez un petit peu, si vous maîtrisez assez bien l'informatique, c'est pas très compliqué de le faire tout seul. Il y a OVH, il y a les créateurs de sites. Enfin, vous pouvez le faire sur Shopify, sur PrestaShop. Voilà, c'est assez simple. Un point important, donc il y a effectivement plusieurs sites sur lesquels on peut réserver des noms de domaine, mais ce qui est très important, c'est que le nom de domaine soit bien réservé au nom, au titre de vous ou de votre entreprise.
Donc, si vous faites appel à un prestataire, soyez bien vigilant. Il ne faut pas que le prestataire réserve le nom de domaine En son nom. en son nom, Très important. parce que en fait, sinon, vous n'avez pas la propriété. Et si vous changez de prestataire, vous allez vous rendre compte que le nom de domaine n'est pas rattaché à votre entreprise, mais rattaché à l'entreprise du prestataire. C'est une propriété intellectuelle. Donc, en gros, il faut vraiment que ce soit contractualisé si vous le faites faire. Il faut que le nom vous appartienne. Il faut que le site vous appartienne aussi, en fait. Il faut vraiment que vous ayez la propriété intellectuelle sur ce que vous faites faire si vous passez par une agence. Et ça, c'est important de discuter de ça avec eux avant. Et un dernier mot pour compléter, même si on dit qu'on achète un nom de domaine, en fait, on n'achète pas le nom de domaine, ce qu'on paye, en fait, pour avoir le droit d'utiliser le nom de domaine pendant une certaine durée. C'est une location. Voilà, et donc il faut penser également aux échéances et donc à l'échéance de repayer pour avoir le droit de continuer à utiliser le ou les noms de domaine. Je préciserai également qu'une entreprise peut avoir plusieurs noms de domaine, hein, donc vous pouvez choisir plusieurs noms de domaine avec plusieurs extensions. Hein, donc, si vous avez décidé de prendre par exemple, le .fr, moi je vous recommande de prendre également le .com, parce que si vous ne le réservez pas, il est libre, et par définition, s'il est libre, quelqu'un d'autre pourrait l'utiliser. Ça. Et je pense que c'est très important de le faire sur toutes les extensions européennes, parce que c'est très vite fait de bloquer un nom de domaine pour quelqu'un et qu'il puisse pas l'utiliser dans le cadre de son développement ou ce genre de choses. Donc pour moi, c'est hyper important de les protéger dès qu'on peut. Nous, on en a peut-être une vingtaine. On a protégé Ninja-Storm, Ninja Storm tout attaché, et ça sur les extensions européennes, US et quelques autres encore. D'accord. Ok, merci. Une dernière question qui concerne le dépôt du nom d'une micro-entreprise sur l'INPI. Est-ce que c'est une obligation? Pas du tout. Il n'y a rien qui est obligatoire en dépôt de nom à l'INPI. En plus, pour le nom d'une micro-entreprise, si c'est pas un nom de marque, ça dépend vraiment de l'objectif qu'il y a derrière. Si derrière le nom de la micro-entreprise, vous voulez la transformer en marque et vous étendre, je sais pas, au niveau national, là oui, ça devient important, mais c'est pas obligatoire. Et si c'est juste un nom, une raison sociale, c'est pas du tout nécessaire en fait. Ça dépend vraiment de l'objectif qu'il y aura derrière. Et là où il faut être très vigilant par contre, c'est que il y a énormément d'arnaques. C'est-à-dire à partir du moment où vous allez créer votre micro-entreprise ou une entreprise n'importe laquelle, vous allez recevoir des courriers, vous allez recevoir des mails qui vont vous dire que vous allez devoir payer ça au titre de l'enregistrement de votre micro-entreprise ou ainsi de suite. Nous, on en a eu plein des courriers comme ça. En fait, ils veulent que vous vous inscriviez pour protéger, soi-disant, le nom dans une base, mais qui n'a rien d'officiel. Donc, vous vous inscrivez dans la base d'un privé, vous payez une facture exorbitante alors que c'est pas du tout obligatoire. Donc, soyez hyper vigilants aussi sur les courriers que vous recevez. C'est uniquement de votre propre démarche, lorsque vous créez une entreprise, de vous enregistrer sur l'INPI. Et une fois que vous êtes enregistré sur l'INPI, vous allez aussi recevoir des courriers qui vont vous dire qu'il va falloir payer des trucs pour s'enregistrer. Donc, il n'y a rien de tout ça qui est obligatoire. Faites très attention à ce que vous lisez et tout se fait en direct avec l'INPI. Ok, merci. Alors. On a fait le tour des questions. Il y a eu quelques questions aussi sur l'accompagnement possible de la CCI. Donc effectivement, Marc en a parlé. On propose des prestations d'accompagnement. Vous pouvez nous contacter directement, que ce soit Marc ou moi. On a une adresse dédiée qui est econum tout attaché @alsace.cci.fr, effectivement marqué l'affiche à l'écran, où vous pouvez effectivement nous contacter, puis exposer votre problématique, et puis on reviendra vers vous. Et je vous ai également mis le lien vers un article, une actualité sur le site de la CCI qui détaille les dispositifs d'aide à la digitalisation pour les entreprises. Donc là aussi des aides financières qui sont possibles sous réserve d'éligibilité. Donc il y a des critères d'éligibilité à respecter. Donc ça, tout ça est détaillé sur le site de la CCI.